La France est en guerre avec l'Amérique. C'est une guerre inconnue et pourtant c'est une guerre à mort. Voilà ce que François Mitterrand a confié à Georges-Marc Benamou un soir d'octobre 1994, soit 16 mois avant de mourir, dans ce livre Le Dernier Mitterrand. Sur cette chaîne, je nous propose de découvrir ensemble, principalement via des comptes rendus de lecture, l'histoire des centres impériaux qui cherchent à détruire la France. Que ce soit hier au Royaume-Uni ou en Allemagne, ou aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique et à Bruxelles, siège à la fois de l'Union européenne et de l'OTAN. Nous avons des preuves concrètes de cette guerre qui est menée actuellement à la France dans ce livre, Les dossiers de la CIA sur la France, écrit par Vincent Nouzil et sous-titré dans Le secret des présidents. Vincent Nouzil est allé éplucher les archives déclassifiées dans des bibliothèques américaines dédiées aux différents présidents, au département d'État américain, les déclassifications faites au Pentagone, au département de la CIA, et il a compilé tout un tas de documentation sur les ingérences américaines en France et sur ce que, d'une manière générale, ont trafiqué les États-Unis en France durant les présidences de la Ve République. Et il a découvert des éléments d'information extrêmement primordiaux, qui me paraissent vitaux de faire connaître au maximum de gens, d'où ce que je fais. Sur cette chaîne, j'y ai consacré 11 épisodes pour rendre le mieux compte possible des ingérences américaines durant spécifiquement la présidence de De Gaulle. J'ai remonté ça en 3 épisodes, la meilleure formule que j'ai réussi à faire, je vais les réenregistrer avec un micro qui désormais fait un son de meilleure qualité, pour donner un maximum de vues à ce travail. Il faut absolument que vous considériez ça. Je compte le poursuivre, bien sûr, en parlant des présidences de Pompidou, de Giscard, de Mitterrand. Mais, pour l'instant, ce qu'on y apprend lors de la présidence de De Gaulle, c'est que les États-Unis ont lancé un vaste plan d'élite, d'achat général des élites françaises. Préfets, hauts fonctionnaires, financiers, hommes d'affaires, syndicalistes, leaders agricoles, ecclésiastiques, scientifiques, hommes des médias, militaires et politiques. Les États-Unis, au-delà du programme de séduction majeur qui domine notre pays aujourd'hui, omniprésence du cinéma américain, des séries américaines, des musiques américaines, de la langue, des expressions de la langue anglaise dans le langage commun, dans les vitrines, dans les panneaux publicitaires, et j'en passe. Je peux continuer longtemps dans le mode d'alimentation, le mode de consommation. Tout ça, c'est un programme pensé. Mais il y a en accompagnement quelque chose de secret qui a été l'achat direct dans la plupart des domaines de tous les hommes qui feront le lendemain, à ce moment-là, de toutes les personnes qui avaient les meilleurs diplômes, les plus en vue, afin de les séduire et d'associer leur carrière à la protection, à la bienveillance et donc à la réponse aux ordres de leurs parrains américains. C'est ça qui s'est passé. Dans tous les domaines, pas que politiques, mais également politiques, et des journalistes également, des présentateurs de télé. Il n'y a aucune rupture depuis lors. Donc on ne peut que constater que ça, c'est toujours présent aujourd'hui. Et en ce qui concerne les politiques, on a évidemment Giscard, Chirac, mais aussi Mitterrand. Mitterrand qui, dès 1966, au moment de la constitution de cette première mouture des élites sous Lyndon Johnson, est allé de lui-même rencontrer l'ambassadeur américain en France. Et voilà ce qu'il lui a dit. « Mon seul objectif est de renverser le gaullisme. Après quoi, je mènerai une politique pro-américaine. » Voilà ce qu'il a dit. Nous l'avons dans une note qui a été déclassifiée du département d'État américain remise par Charles Bollen. Voilà les propos que m'a tenu un politicien français, François Mitterrand, le 29 mars 1966. Le gaullisme, c'était simplement le redressement concret de la France, c'est-à-dire du niveau de vie de son peuple et de son rayonnement international, rien de moins. Les difficultés concrètes du quotidien que nous vivons tous aujourd'hui, là, elles ne tombent pas du ciel, ni de la fatalité, ni de causes complexes qui nous dépasseraient ou inévitables. De Gaulle le dit clairement dans ses mémoires. Ces causes, elles sont directement liées à cette guerre. Il y a un lien total entre le niveau de vie de la population française et sa propre souveraineté. Après être revenu au pouvoir en 1958, De Gaulle trouve une France affaiblie et s'appauvrissant, qu'il va s'employer à redresser, je le cite à De Gaulle. Il est vrai que les assurances sociales, les allocations familiales remédiaient suffisamment aux misères pour qu'il n'en sortit pas de révolte. Mais quant aux problèmes de longue haleine, logement, école, hôpitaux, communication, ont laissé s'accumuler des retards qui compromettaient l'avenir. Mais ça vous rappelle rien ce constat ? Faute du ressort grâce auquel nous nous tenions debout, c'est à satisfaire les autres qu'en somme s'employait le régime. Un régime de politiciens corrompus que De Gaulle a trouvé quand il est arrivé en 58, dont la devise aurait pu être tout sauf le peuple français, vous savez. Des gens qui font carrière sur le dos de la misère des pauvres gens, de l'affaissement généralisé des cadres, des institutions qui permettent de bien vivre ensemble,
sur le dos des pauvres gens, de la misère au final. Une constante dans notre histoire d'avoir des élites, vous savez, corrompues, des élites qui collaborent, mais on a tendance à associer ça à la Seconde Guerre mondiale. Alors ça a eu lieu, il n'y a pas de problème, avec l'Allemagne nazie. Mais c'est pas qu'avec l'Allemagne nazie, hein. C'est avec tous les centres impériaux du moment qu'on a une tendance à avoir des élites qui trahissent les intérêts populaires pour faire carrière en étant sous la protection de l'empire du moment. Alors si hier c'était le Royaume-Uni ou ensuite l'Allemagne nazie, et aujourd'hui, ces élites, elles font carrière sur la protection américaine et dans le cadre de l'Union européenne. Voilà ce qui se passe. Sur cette chaîne, j'ai analysé la montée d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne sous le regard de ses amitiés avec les élites allemandes, bien sûr, mais aussi anglo-américaines. J'ai également analysé les amitiés particulières entre élite américaine et nazisme, avant, pendant et après la guerre, dans une autre vidéo. Et aussi la résistance héroïque de l'armée française lors de l'attaque de l'Allemagne nazie sur notre territoire, avec une vidéo qui s'appelle « Comme des lions » de Dominique Lormier, qui a d'ailleurs écrit un 2 et un 3, où il revient sur le parcours général de la France dans la Seconde Guerre mondiale, que je compte bien analyser là aussi, parce que notre parcours, aujourd'hui, on s'apitoie sur l'idée qu'on a été des nuls et qu'on a perdu rapidement, alors que les responsabilités sont partout ailleurs, sauf à mettre sur le dos du courage et de l'opiniâtreté de la population et surtout des soldats français, qui ont donné leur vie souvent dans des conditions épouvantables. Je vais y revenir. De Gaulle, en attendant. De Gaulle qui a trouvé un régime de politiciens corrompus, main dans la main avec les Américains. Vincent Nouzil, dont j'ai parlé précédemment, a les preuves que les parlementaires français, écoutez bien, en 1958, les parlementaires français, une partie d'entre eux, pas tous, une partie d'entre eux, obéissaient directement aux ordres de Robert Murphy, qui était ambassadeur américain en France. Ils allaient directement chercher leurs ordres auprès de notes qu'envoyait l'ambassadeur américain. Les parlementaires français. Bien entendu, le régime trouvé pour couvrir cet effacement, nous dit De Gaulle, les idéologies voulues, l'une au nom de l'unité de l'Europe, liquidant les avantages que nous avait valu la victoire. Ça ne peut pas être plus clair. De Gaulle associe l'effacement concret de ce qui fait le bien vivre du pays avec la construction européenne. C'est directement lié. L'autre, sous prétexte de solidarité atlantique, soumettant la France à l'hégémonie des anglo-saxons, chacun faisant carrière sous la protection du géant du moment. Alors voilà ce qu'a expliqué De Gaulle. Voilà ce que les archives américaines montrent et que sont allés éplucher Vincent Nouzil. Une société dont les stigmates aujourd'hui, depuis que 1969, depuis que De Gaulle est parti, le régime s'est réinstallé. Les gens font de nouveau carrière en se mettant dans la protection du plus fort, la plupart, et puis en allant vers l'Europe en avant. Et donc le résultat, c'est un appauvrissement général du pays. Et les révoltes aujourd'hui, elles éclatent. Là, De Gaulle nous disait qu'il n'en sortit pas encore de révolte. Oui, mais c'était à l'époque. Aujourd'hui, ça fait tellement de temps qu'on a eu les Gilets jaunes. On a tout un tas de mouvements. Le peuple français est désespéré, ne sait plus quoi faire pour lutter contre son propre appauvrissement. C'est ça qui se passe. Les mêmes prétextes, les mêmes causes et les mêmes conséquences qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi la France meurt. Voilà pourquoi notre niveau de vie se dégrade sans fin. Ça tombe pas du ciel ou de causes techniques ou complexes ou inévitables. C'est parce que l'Empire des États-Unis nous fait la guerre, et c'est parce que nous sommes englués dans une double institution, l'Union européenne et l'OTAN, qui progressivement détruisent concrètement notre pays. Voilà ce qu'avait compris De Gaulle, voilà ce qu'a prouvé Vincent Nouzil, et voilà ce qu'a révélé François Mitterrand à la fin de sa vie. Une Europe dont, vous savez, Bismarck disait déjà quiconque parle d'Europe a tort. L'Europe, elle réussit le tour de force, c'est affreux, d'être à la fois une illusion totale, qui est le slogan de tous les ambitieux sans scrupules qui font carrière, de l'espoir irréaliste de tous les désespérés, qui ne sachant où regarder se disent une autre Europe pour nous aider, ils regardent dans le problème en pensant qu'est la solution, et en attendant, c'est l'incendie bien réel qui dévore la France, et c'est pas moi qui le dis. Voilà, je vous présente aujourd'hui un rapport du Sénat, le rapport numéro 393, qui a été avalisé à l'unanimité par la commission de sénateurs à qui M. Pierre-Yves Collombat, qui a rédigé le rapport, a remis ce rapport. Après des dizaines d'auditions, de banquiers, de hautes personnalités de la finance, de personnes de tout un tas d'horizons. Vous irez lire le rapport, qui fait 270 pages, extrêmement bien documenté, adopté à l'unanimité par la commission sénatoriale. Avec des sénateurs, des banquiers, qui disent « Ben oui, vous avez raison, ben oui, le constat est sans appel ». Alors de quoi s'agit-il ? Une crise en quête de fin quand l'histoire bégaye. Monsieur Pierre-Yves Collombat, il a fait un travail extraordinaire. Et voilà ce qu'il dit. L'ambition dans son préambule, l'ambition de la troisième partie, donc après on va présenter d'autres choses,
sera de montrer que cette première grande crise du XXIe siècle, il parle de la crise ouverte en 2007, n'est ni le produit du hasard, ni seulement de fautes techniques qui auraient pu être évitées, mais celui des mutations géopolitiques, idéologiques, politiques, sociales, institutionnelles de l'Empire américain. Voilà les termes qu'ont acceptés à l'unanimité les sénateurs en commission. Ces mutations concernant directement le cœur de l'Empire, les États-Unis, et leurs provinces européennes, indirectement la planète entière. Alors, vous savez, le moment est important. Et dans ce rapport, il est également question de Maurice Allais. Maurice Allais, qui est prix Nobel d'économie français, prix Nobel en 1966, qui a écrit notamment ce livre, L'Europe en crise, que faire? Réponse à quelques questions pour une autre Europe. Et en gros, Maurice Allais, prix Nobel d'économie français en 88, pardon, je dis 66 et 88, l'Europe, je simplifie à fond, je vous ai mis une photo de Maurice Allais. Et je vais vous citer la conclusion de Maurice Allais. La politique de libre-échange mondialiste poursuivie par l'organisation de Bruxelles, qui a entraîné à partir de 1974 la destruction des emplois, la destruction de l'industrie, la destruction de l'agriculture et la destruction de la croissance. C'est auprès de cette institution, dont un rapport du Sénat avalise la vérité, qu'elle est directement responsable de la destruction de tout ce que je viens de vous citer, que la plupart des gens cherchent une solution. Se jette-t-on dans les flammes en pensant qu'un autre incendie nous sauvera de celui-là? Incontestablement, la politique de libre-échange mondialiste que met en œuvre l'organisation de Bruxelles est la cause majeure, de loin la plus importante, du sous-emploi massif et de la réduction de la croissance que l'on constate, dit autrement de l'appauvrissement général du pays. C'est de ça qu'il est question. Fin de la création monétaire par la Banque de France, c'est-à-dire obligation de passer par les banques privées contre intérêt. Donc c'est la création de la dette de l'État, purement artificielle. Notre pays ne devrait pas être endetté ou très peu. Union européenne, c'était institutionnalisé avant par d'autres trucs, mais aujourd'hui, Union européenne en avant. Fin des droits de douane, ça empêche la protection des travailleurs et des consommateurs, tire les salaires vers le bas, et le niveau de vie général, et les conditions de travail. L'euro, qui fige le taux de change de notre monnaie, qui nous empêche du coup de réguler nos importations et nos exportations, et qui du coup nous appauvrit directement. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne empêche d'interdire les délocalisations des aires industrielles. Le blocage du financement des services publics. Au nom du principe de la concurrence libre non faussée, on trouve toujours des excuses. Vous savez, le requin il trouve de bonnes excuses pour que les poissons soient mis dans le même bassin que le sien. Article 106. Je ne veux pas m'étendre. Le désastre est là. Et vous savez, on va revenir à François Mitterrand qui va nous l'avouer. François Mitterrand, cité par Jacques Attali cette fois-ci, le 19 février 1983. Je suis partagé entre deux ambitions, a-t-il dit à Jacques Attali ce jour-là, celle de la construction de l'Europe et celle de la justice sociale. Jacques Attali qui a rendu compte de ses propos dans un livre verbatim. Et puis, je vous ai cité en entrée Georges-Marc Benamou, le dernier Mitterrand, avec cette révélation sur la guerre que mènent les États-Unis sur la France. Georges-Marc Benamou et François Mitterrand, ils ont discuté ensemble dans ce livre, et à un moment donné, ils discutent du bilan politique que va laisser François Mitterrand derrière lui. Et l'une de leurs discussions porte sur l'Europe, et là, Georges-Marc Benamou a une seule phrase. Là, le reste, vous savez, il y a des petits paragraphes. Une phrase. L'Europe, ça, au moins, il sait que personne ne viendra le lui contester. L'aveu de l'incompatibilité de la justice sociale et de l'Union européenne nous est donné par Jacques Attali, puis le choix qu'a fait Mitterrand nous est délivré par lui-même. Et par les actes, l'englument et l'enfermement complet dans cette institution, qui nous appauvrit et nous détruit, le rapport du Sénat. Le voilà, le choix de Mitterrand, l'acte fondateur des misères actuelles et futures si nous n'agissons pas. Une Europe qui, en plus aujourd'hui de nous appauvrir, de détruire tout ce qui fait le tissu du bien-vivre français, nous entraîne vers la guerre avec la Russie. Avec les problèmes monstrueux qu'a généré la Russie récemment, je ne reviens pas là-dessus. On s'intéressera sur la chaîne aux raisons qui ont poussé la Russie à agir de façon horrible, de cette sorte-là, et sur les ingérences américaines en Ukraine, qui ont provoqué la Russie, c'est une évidence.
Alors, si vous voulez, moi, j'ai décidé de faire ce que je peux, quoi. Donc sur cette chaîne, je vais mettre le plus possible en avant les travaux que j'ai menés sur Vincent Nouzil, parce que ça me semble être le plus important. Si déjà les gens voient ça, plus de gens voient ça, ben, je serai heureux. Et ensuite, j'ai décidé qu'on allait se donner un peu de courage, parce que moi-même, je fais ça, vous savez, même si cela ne doit servir à rien. Je me dis au fond que je fais ça, il y a beaucoup de chances que je fasse ça pour rien, mais ça m'empêchera pas de le faire. Il ne faut pas avoir une certitude dans le résultat pour agir. Sinon, on ne fait rien, en fait. Et cette phrase, même si ça ne doit servir à rien, Dominique Lormier nous la rappelle. C'était la phrase, vous savez, dans ce livre Comme des lions, Le sacrifice héroïque de l'armée française, c'était la phrase du colonel Michon. Le colonel Michon, c'est le chef des cadets de Saumur, l'école de cavalerie de Saumur. Le 17 juin 1940, c'est la débâcle, l'armée française a perdu. Il n'y a plus que des morceaux éclatés. Ils reçoivent, à l'école des cadets de Saumur, ils reçoivent des morceaux d'unités avec des blessés, des soldats qui arrivent là, dispersés en ordre dramatique, avec leur équipement comme ils ont pu. Ils sont quelques centaines, 2-3 000 à rassembler tout ce qu'ils peuvent. Et ils entendent le 17 juin 1940 au matin, le maréchal Pétain leur dire que tout est foutu, qu'il faut se rendre et cesser le combat. De Gaulle n'a pas encore parlé, De Gaulle il parlera le 18. Et donc là, en fait, les cadets de Saumur, ils sont là, mais en fait, la France est morte aujourd'hui. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et donc le colonel Michon leur dit « Nous devons, à l'honneur de la patrie, de mourir au combat, même si cela ne doit servir à rien. » Il n'y a pas de question. Les Allemands rendront compte de la résistance héroïque, sans espoir, de quelques milliers d'hommes, dans des conditions misérables, sans équipement, pratiquement, contre des dizaines de milliers. Ils ont dû mobiliser des divisions et des divisions, les Allemands. Les cadets de Saumur qui ont continué à résister avec le pire des acharnements, jusqu'au dernier. Alors, De Gaulle lancera la résistance le lendemain. Alors voilà, moi je vais faire ce que je peux, je suis quelqu'un de normal, j'ai pas de diplôme particulier, aucune compétence spéciale, j'aime juste lire. Et dans mon amour de la lecture, j'ai pris des livres, et au bout d'un moment, j'ai découvert des choses en prenant des livres, et du coup je vais vous en faire part. Du mieux que je peux, avec mes moyens. Pas tant de compétences que ça, mais enfin je vais faire ce que je peux. Les dossiers de la CIA sur la France. Je vais réenregistrer avec la meilleure qualité de son possible mon travail sur la présidence de De Gaulle, au regard de ses archives, le cœur du travail. Ensuite, je compte faire une nouvelle partie sur la présidence de Pompidou, qui est abordée dans le livre, puis de Giscard. Peut-être que je ferai Mitterrand. On verra. En tout cas, ce que c'est sûr, c'est que je vais faire également un compte-rendu des mémoires d'espoir de Charles de Gaulle, que je prépare en ce moment, ainsi que du dernier Mitterrand de Georges-Marc Benamou, dont sont extraits une partie des citations que je vous ai données précédemment, pour qu'on aille voir le testament politique de François Mitterrand, un peu comment ça s'est passé là, à la fin, et ce qu'on peut en tisser comme enseignement, et puis revenir sur cette affaire de guerre américaine, ce qu'il en dit. On ira voir l'Empire américain de près, le grand échiquier, quels sont les plans de l'Amérique, qu'est-ce qu'on peut déduire de ses comportements, de ses agissements, et de ce qui se passe dans le monde en lien avec ça, en particulier en Ukraine. Zbigniew Brzezinski revenait sur l'importance de ce pays pour empêcher à la Russie de rester une puissance mondiale, et pour à terme permettre l'éclatement de la Russie, et la fin du centre impérial, si on peut dire, ou en tout cas national, qu'est Moscou, qu'a pu être Moscou selon l'URSS, etc. Des raisons qui expliquent, et qui permettaient d'anticiper, moi je l'anticipais déjà, puisque les Américains s'investissaient beaucoup en Ukraine, puisqu'ils savent que c'est là le maillon faible de Moscou. Noam Chomsky, intellectuel renommé, qui a analysé la politique étrangère des États-Unis, faite de guerre, qu'on aille voir concrètement qu'est-ce qui se passe, préfacé par Howard Zinn, historien immense qui a écrit une histoire populaire des États-Unis, qui montre l'opposition permanente entre les élites économiques et politiques américaines et le peuple américain, qui subit les conséquences concrètes d'appartenir à un empire. L'horreur impériale de Michael Parenti, professeur d'université, qui lui non plus ne mâche pas ses mots, les États-Unis et l'hégémonie mondiale, sur les conditions concrètes de cette hégémonie, en termes directs sur les populations et le niveau de vie des gens. John Perkins, Les Confessions d'un assassin financier, dont le tome 2 s'appelle Les Révélations sur les dessous de l'Empire américain. John Perkins, qui est un agent américain, qui a été recruté, qui a fait carrière, comme à un très haut niveau, comme agent d'influence, qui est allé convaincre des pays de mettre en place des plans que l'Empire souhaitait pour installer des infrastructures, pour truquer des statistiques économiques dans les objectifs de faire croire aux populations que les pays n'avaient pas les moyens de résoudre leurs problèmes concrets de niveau de vie, alors que c'était faux. Et d'autres horreurs,
que je vous révélerai à l'occasion des confessions de John Perkins et des conditions dont il a pu, avec comment il a réussi à écrire ce livre, comme il dit, il était en danger de mort, hein, jusqu'à ce qu'il paraisse ce livre, dans le plus grand secret. On ira voir du côté de De Gaulle pour essayer de comprendre comment il a résisté aux différences entre les impériaux, dont lors de sa présidence principalement celui des États-Unis, mais aussi l'Union européenne en construction, comment il a essayé d'en faire un centre plus propice aux intérêts des peuples et de la France. Comme des lions, pour la résistance, pour se donner du moral, pour voir comment nos ancêtres ont donné leur vie, ont résisté courageusement, même lorsqu'ils pensaient que tout était foutu. Et la suite, durant la Seconde Guerre mondiale, comme des lions, il y a le 2 et le 3. Le parcours entier de la France durant la Seconde Guerre mondiale est digne d'honneur. Nos soldats se sont battus comme des lions. Hitler lui-même l'a reconnu dans un propos personnel. Il dit le soldat français est le meilleur du monde, après l'allemand, parce que bon, il ne peut pas dire autre chose, quoi. Les Français, partout durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on nous a présenté une défaite rapide et puis une inexistence derrière, sont en fait pivots de déblocage stratégique. Nos soldats en Afrique du Nord, en Italie, sur le territoire français. Vous savez que le débarquement de Provence, le 15 août 1944, contrairement, on nous parle toute la journée du débarquement de Normandie du 6 juin 1944, qui est très important, hein. Le débarquement de Provence, dont personne ne parle jamais, du 15 août 1944, Hitler dira « c'est le pire jour de ma vie ». Pas d'autres propos où Hitler dit « c'est le pire jour de ma vie ». Bon, c'est pas Stalingrad, c'est... Non, c'est le débarquement de Provence. Et qui c'est qui débarque en Provence? C'est les troupes françaises. Bon. Donc, sur cette chaîne, je commenterai également d'autres ouvrages que je ne présente pas ici. Si vous avez des conseils de lecture à me donner, si vous voulez m'aider, vous avez des liens pour le faire, des commentaires pour me donner vos conseils de lecture. Moi, je suis juste quelqu'un de curieux, j'ai aucune compétence, aucun diplôme, et avec le temps que je peux avoir, qui est fluctuant selon, voilà, je fais ce que je peux pour essayer de faire connaître les informations des livres que je lis, parce que j'aime lire et que je peux difficilement aujourd'hui, et je peux plus les garder pour moi. Quand je lis un livre, je me dis mais ça, il faudrait que plus de gens le sachent. Bon, ben je vais faire une vidéo, la lancer, puis on verra bien si ça donne un résultat ou pas. Si ça en donne pas, c'est pas grave, je continuerai à le faire, et je trouve que c'est le plus important, d'essayer de faire quelque chose, même si ça sert à rien. L'histoire explique le présent, elle peut donc contribuer à notre libération. Encore faut-il oser la regarder en face. Merci à tous, et bon courage à tous. Salut, à bientôt.